Eh bien, comment ça va la mini communauté? On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. En effet, il s'agit d'une vidéo qui compile les 12 épisodes de ma série de shorts Mémoire d'un Français. Alors, avant que la vidéo ne commence, je voulais vous préciser que ces shorts sont tirés des mémoires manuscrites de mon arrière-grand-père durant la Seconde Guerre mondiale, et en l'occurrence jusqu'en mai 1940 pour cette compilation. Ainsi, cette première série de shorts marque la première étape vers un nouveau style de vidéo, les vidéos histoire et généalogie. Alors si je ne continue pas cette série, c'est simplement parce que c'est la fin de la démo. Il va falloir acheter le jeu maintenant. Pour ceux qui n'auraient pas compris la petite vanne, je vous demande de vous abonner pour voir la vidéo longue sur l'histoire de mon arrière-grand-père. Alors bien évidemment, il n'y aura pas que des vidéos d'histoire et des vidéos généalogie, on continuera le gaming, etc. Mais c'est juste que voilà, l'histoire c'est ma passion, la généalogie aussi, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Et sur ce, je vous souhaite une bonne vidéo. Septembre 1938, c'est la mobilisation. Nos voisins allemands, avides d'expansion et de revanche, après avoir envahi la Tchécoslovaquie, c'est l'Autriche. Les alliés français et anglais, qui jusque-là sont restés pratiquement indifférents, restant sur la défensive. La ligne Maginot n'était-elle pas là pour nous protéger de toute invasion venant de l'Est? Après toutes les menaces faites par Hitler et son peuple, pourquoi ne pas faire cesser tout cela par la force, c'est-à-dire la guerre, en finir une fois pour toutes? Une idée qui trotte dans la tête de gamin de 16 ans, qui n'avait pas eu un membre de sa famille assassiné par l'envahisseur. Donc, cette mobilisation, avec tout ce qu'elle comportait, rappel des réservistes, réquisition des chevaux, était l'aboutissement de ce que je pensais le règlement final. Les choses prirent une toute autre tournure puisque les dirigeants politiques signèrent avec Hitler l'accord de Munich. Pour moi, rien n'était réglé, et dans ma tête d'adolescent, je pensais que nous aurions dû rentrer en guerre. N'avions-nous pas une armée puissante? C'est ce que je croyais comme beaucoup de Français. Hélas, cette paix ne fut que feu de paille. Hitler, suite à ces accords, se sentait de plus en plus menaçant. N'avait-il pas humilié les Alliés? Donc, c'est toujours sur la menace et la crainte d'une guerre que les travaux des champs et autres s'accomplissaient. Aucun projet à long terme n'était préconisé. Puisqu'en cas de conflit, le village, bien que derrière la ligne Maginot, devait être évacué et pour ce faire, un plan avait été établi par l'autorité responsable. Chaque habitant avait perçu une fiche cartonnée concernant son état civil, avec une cordelette à pendre au cou. Un masque à gaz devait nous être fourni, car l'emploi du gaz était quasiment certain. Jamais nous ne l'avons perçu. Peut-être habitant la campagne, cela ne se justifiait pas. D'autres consignes concernant les agriculteurs, rassemblement des troupeaux pour les conduire dans une zone dite de sécurité vers la Meuse. Quant aux autres habitants, rien de bien défini. Aussi, après septembre 1938, certains quittèrent la région. C'est dans cette ambiance que passèrent les mois d'attente parmi les mouvements de troupes et de préparation à la guerre, car nous étions bien persuadés que la guerre était inévitable. Le 3 septembre 1939, ce fut la mobilisation générale, avec tout ce qu'elle comportait. Nouvelle réquisition des chevaux et véhicules automoto. Or, cela ne devait pas durer longtemps, puisque nous étions les plus forts. Nos voisins manquaient de ravitaillement. N'avaient-ils pas des cartes d'alimentation? Nous attendions une attaque qui ne vient pas. Les troupes françaises font incursion en Sarre, puis se retirent. Échange sporadique entre les deux armées vers Wissembourg. C'est ainsi que l'automne se passe. Le village est plein de militaires. Infanterie, artillerie, appelées troupes d'intervalle, ce qui revient à dire effectifs se situant entre les ouvrages fortifiés. Les soldats sont logés chez l'habitant, dans les granges pour les hommes de troupe. Les officiers ont droit aux chambres réquisitionnées à cet effet. Le printemps revenu, les communiqués militaires annonçaient toujours calme sur l'ensemble du front. Et c'est ainsi qu'arriva le mois de mai. Dans la nuit du 9 au 10 mai, sur le matin, ce fut le déclenchement de l'attaque allemande. Les premiers réfugiés luxembourgeois commencèrent à traverser le village. Ce furent les premières images de civils en détresse sur la route. Je me souviens que le lait de la traite fut distribué car ces gens avaient soif et faim. Il faut dire qu'il faisait beau et chaud ce mois de mai 1940. Le 12 mai, mon père et ma sœur décidèrent de partir dans la soirée, direction la Meuse. Moi, je restais à la maison pour assurer l'évacuation des vaches selon le plan établi. Quant aux autres animaux, tout restait sur place. Dans la journée du 12 mai donc, les premiers éléments qui avaient eu contact avec l'adversaire commencèrent à refluer dans filière. Et si certains firent honneur à nos armes, il n'en fut pas de même pour d'autres, le vin faisant des dégâts plus que les armes. Toutefois, il ne me semblait pas que l'on puisse percer la ligne, et j'étais alors assez optimiste pour l'immédiat. La journée se termina toujours dans l'attente de cet ordre d'évacuation. Les nouvelles du front sentaient mauvaises. Les Allemands avançant à travers la Belgique, et il ne faisait plus aucun doute à ce moment-là qu'ils se lançaient où l'endroit était non fortifié. 14 mai, vers 9h30, le garde champêtre annonce l'évacuation du village. Que se passa-t-il à ce moment-là? Que pouvais-je faire? J'avais 17 ans. Des déflagrations dans le village, tirs d'artillerie. Je ne sais ce qui se passa après mon départ. Pour moi, je le répète, j'étais seul. Je ne cherche pas à me disculper. Qu'aurais-je pu faire? J'avoue aussi avoir eu peur. 2 cars sont mis à disposition des gens. Départ pour 11h du matin. Aucune directive concernant les bêtes. 2 cars sur la place, des gens et les archives communales qui s'entassent pour occuper une place. Quelle direction prenions-nous? Je ne le savais pas.
Nous sommes arrivés à Baroncourt au cours d'un bombardement du triage de cette gare. Nous sommes restés un moment sur les platanes. On ne savait pas encore que les avions mitraillaient tout sur leur passage. Arrivés à Eton, nous avons été logés dans la grange d'une ferme. Dans la paille, bien sûr. À ce moment-là, j'ai pu compter avec les gens du voyage. Il manquait à l'appel les hommes qui, travaillant au service des voies à la SNCF, étaient partis en bicyclette au travail le matin même. Ce n'est donc que le soir qu'ils vinrent retrouver leur famille, après avoir constaté le pillage des maisons du village. J'avais installé mon lit dans une auge à vache, dans l'écurie. Ce n'est pas par hasard que j'avais choisi cet endroit. Le bâtiment ayant été reconstruit après la guerre 14-18, au-dessus des écuries, il y avait une dalle en béton qui pouvait me préserver des bombardements. C'est du moins ce que je pensais.